Il faisait nuit dans le couloir désert du 5e étage. Les néons grésillaient par endroits, la peinture s'écaillait sur les coins des murs, et le sol collant semblait murmurer les pas de ceux qu'on ne voyait jamais. Sarah poussait lentement son chariot de nettoyage. Gants bleus, blouse grise, regard bas. Il était 22h17. Elle travaillait ici depuis 7 ans, dans ce bâtiment du ministère de l'Intérieur, à Paris. Chaque nuit, elle lavait les bureaux de ceux qui décidaient, de ceux qui comptaient, et de ceux qui ne comptaient pas. Elle ne parlait à personne. Son badge n'ouvrait que les portes, dont les titulaires avaient en quitté les lieux depuis longtemps. Ce soir-là, elle avait du mal à tenir debout. Son téléphone vibrait dans sa poche. Encore un message de son frère. Elle hésita, puis l'ouvrit. « Papa ne va pas mieux. Il ne parle presque plus. Ils nous ont dit de revenir demain. » Sarah s'arrêta, près de l'ascenseur. Elle sentit sa gorge se nouer. Son père, Mbarek, 72 ans, ancien ouvrier du bâtiment, une vie à tout construire, pour finir dans une chambre de fortune, à attendre un médecin qui ne viendrait pas. Cela faisait 2 jours qu'il avait de la fièvre, la respiration courte, la démarche hésitante. Sarah l'avait conduit aux urgences du centre hospitalier universitaire Saint-Vincent la veille au soir. Elle avait tout expliqué à l'accueil. Qu'il n'était pas couvert par la nouvelle mutuelle, qu'elle n'avait pas les papiers à jour, qu'il avait besoin d'être vu, vite. On lui avait souri poliment. « Désolé madame, il faut d'abord passer par le service social. Ou revenir avec un certificat médical. » Un certificat médical. Pour voir un médecin. Elle n'avait pas crié. Elle connaissait les règles. Elle les nettoyait tous les soirs, imprimées, accrochées au mur des salles de réunion. Accès interdit sans autorisation. Protocole en cas d'anomalie. Toute personne non accréditée sera priée de quitter les lieux. Elle les connaissait par cœur. Et ce soir-là, alors qu'elle vidait la poubelle d'un bureau où un haut fonctionnaire avait laissé une bouteille de vin vide et 2 verres, elle comprit. On ne la verrait jamais comme autre chose qu'un badge flou. Une silhouette entre 2 réunions. Un nom sur un planning Excel. Et son père? Un homme sans dossier, sans preuve d'existence sociale. Elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, décédée 3 ans plus tôt d'un cancer des os. À l'époque, l'hôpital avait fait preuve de compassion. Mais aujourd'hui, il semblait qu'on devait mériter d'être soigné, et que l'amour d'une fille ne suffisait plus à ouvrir une porte. Elle prit son téléphone, ouvrit l'appareil photo, se prit en selfie devant le logo du ministère. « Je nettoie leur bureau, mais ils refusent de regarder mon père. » Elle hésita, puis elle posta, sur Twitter, sans hashtag, sans nom. Personne n'allait le voir, pensait-elle. Mais 2 heures plus tard, une journaliste locale partageait la publication avec ce commentaire. « Invisible de la République, ça commence ici. » Et à 3h13 du matin, alors qu'elle finissait son service en silence, un certain Omar Sy officiel avait liké le post. Elle ne le vit pas tout de suite, mais les notifications affluaient. Quelqu'un, quelque part, venait de tendre l'oreille. Et elle n'était plus tout à fait seule. Il était un peu plus de 7 heures quand Sarah sortit de la douche. Elle n'avait dormi que 2 heures. Son portable vibrait encore. Des messages, des partages, des captures d'écran. La veille, elle avait simplement posté une photo. Un geste instinctif. Pas une plainte. Une exaspération silencieuse. Ce matin-là, son tweet avait dépassé les 400 000 vues. Elle s'assit au bord du lit, incrédule. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Son frère la rejoignit dans la cuisine, encore en pyjama. « Il parle de toi partout, t'as vu? Le tweet d'Omar Sy ?» Elle secoua la tête. « C'est pas de moi qu'il parle, c'est de ce que je leur fais voir. » Un journaliste local la contacta en message privé. « Bonjour Sarah, nous travaillons sur un dossier autour des soins refusés. Accepteriez-vous de témoigner anonymement ?» Elle répondit « Je dois réfléchir. » Elle ne voulait pas devenir un visage, juste qu'on soigne son père. Mais déjà, sur les réseaux, des captures de son badge circulaient. Des gens commentaient de son profil LinkedIn oublié. D'autres demandaient dans quel hôpital exactement son père avait été refusé. Certains doutaient, comme toujours. Encore une histoire montée en épingle. Si son père est malade, pourquoi elle tweet? Et puis, un message inattendu, court, sobre. « Je suis là. S'il t'efface, je parlerai. » OS. Elle le relut plusieurs fois. Ce n'était pas signé avec le logo bleu, ni la posture du comédien. C'était Omar Sy, humain, direct.
Elle sentit sa gorge se nouer. Dans l'après-midi, la radio France Inter la mentionna dans un flash info. Le cas Sarah M., une agente d'entretien du ministère, soulève des questions sur l'accès aux soins des proches de personnel sous-traité. Elle n'avait encore rien dit, mais tout le monde parlait. Un email du ministère arriva à 16h47. « Madame, nous souhaitons organiser un échange confidentiel concernant votre situation. Merci de nous indiquer vos disponibilités. » Elle fixa l'écran quelques secondes, puis elle fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle rappela l'hôpital Saint-Vincent. « Je vous appelle pour mon père. Il est venu avant-hier. Il n'a pas été vu. Il va mal. » La voix à l'autre bout répondit. « Un instant, je vous prie. » Elle attendit. Puis une autre voix prit le relais, plus lente, moins distante. « Bonjour madame, nous avons vu les publications ce matin. Une place s'est libérée en médecine interne. Vous pouvez venir ce soir à 21h. » Elle ne dit rien. Son cœur battait fort. Elle remercia et raccrocha. Son père allait être vu, mais elle ne savait pas si c'était parce qu'il allait mal ou parce qu'elle avait parlé. Et cette pensée lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait imaginé. La salle d'attente était froide, impersonnelle. Sarah était arrivée 10 minutes en avance. Elle avait mis son manteau noir, celui qu'elle réservait aux réunions parents-profs ou aux enterrements. Elle n'avait pas mangé. Dans son sac, une bouteille d'eau, un petit carnet usé et les papiers médicaux de son père. Un homme en costume gris sortit d'un bureau. Il s'approche. « Madame Messaoud ? Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle entra. Une salle de réunion sans charme, éclairée au néon. Autour de la table, 2 membres de la direction du ministère, un représentant du service juridique, une femme chargée de la communication. Tous avaient des dossiers devant eux. Elle, rien. Juste ses mains posées sur ses genoux. On lui proposa un café. Elle refusa. Le directeur prit la parole. « Madame Messaoud, nous tenons tout d'abord à exprimer notre regret quant à la situation vécue. Ce n'est pas conforme aux valeurs de notre administration. » Elle le regarda, longuement, puis répondit calmement. « Vous parlez d'une erreur, mais c'est une mécanique. Mon père n'est pas un bug du système, il est son produit. » Silence, la communicante nota quelque chose dans son carnet. Le juriste enchaîna. « Nous avons été alertés sur la diffusion de contenus sensibles. Votre badge est visible, votre nom aussi. Il serait peut-être souhaitable d'éviter toute nouvelle prise de parole publique pour votre sécurité. » Sarah haussa légèrement les sourcils. « Ma sécurité n'était pas un sujet quand je lavais vos bureaux à 2h du matin. Elle le devient quand je parle ?» Personne ne répondit. Alors elle continua. « Je ne veux pas de sanctions, ni de faveurs, juste qu'on cesse de m'invisibiliser, moi et les milliers de femmes comme moi. » La femme à la communication releva la tête. « Et que proposez-vous » Sarah sortit son petit carnet. « Une carte, un simple badge, qui dit que nous existons. Pas comme personnel, comme proche, comme citoyen, un droit à l'alerte, un droit à être vu. » Le directeur hocha lentement la tête. « Nous allons faire remonter ces éléments. » Elle sourit, un sourire bref, amer. Elle connaissait ces mots. Faire remonter. Étudier la faisabilité. Évaluer les impacts. Ce sont des phrases qui ne vivent que dans les couloirs, pas dans les lits d'hôpitaux. Avant de partir, elle se retourna vers la salle. « Vous avez entendu parler de moi à cause d'un tweet, mais si vous aviez tendu l'oreille plus tôt, vous auriez entendu 1000 Sarah avant moi. » Elle sortit sans attendre de réponse. Dans le couloir, un jeune agent l'arrêta discrètement. « C'était juste, ce que vous avez dit. » Elle ne répondit pas, mais elle nota ses yeux. Ils n'étaient pas fuyants. Le lendemain, elle retourna à l'hôpital. Son père dormait. Un masque à oxygène couvrait son visage, amaigri, pâle. Mais il respirait, régulièrement. C'était déjà ça. Elle s'assit à côté de lui, sortit son carnet, y ajouta une ligne. Jour 4, il vit. Et moi, je parle. Ce soir-là, la radio France Culture lui proposa un entretien. Elle refusa. Mais elle enregistra un message vocal, anonyme, sobre, lu par une journaliste. À 21h, il fut diffusé. « Je suis Sarah. Je nettoie vos bureaux. Et parfois, j'efface aussi vos erreurs. Cette fois, je refuse. Je laisse la trace. » Les jours suivants furent flous. Pas parce qu'il ne se passait rien, mais parce que tout arrivait en même temps. Sarah recevait des messages de partout, des collègues d'autres ministères, des femmes de ménage, des agents de sécurité, des intérimaires. Toutes racontaient la même chose, fatigue, oubli,
Silence. Un syndicat publia un communiqué. Nous soutenons Madame Messaoud et demandons un protocole d'urgence pour les proches du personnel sous-traité. Un hashtag naquit dans la nuit. Je nettoie mais je suis là. Et puis, il y eut la vidéo. Un extrait de son message, mis en image par une réalisatrice militante, en noir et blanc. Sobre. La voix de Sarah en fond, anonymisée. Des plans de couloirs, d'ascenseurs, de mains gantées frottant des vitres. Le silence y avait plus de poids que la musique. La vidéo fut repostée par des associations, puis par des artistes, et enfin, par Omar Sy lui-même. Il ne dit rien de plus, juste une phrase, en légende. Cette voix parle pour trop d'autres. À partir de là, tout s'accéléra. France 2 l'appela. TF1 aussi. Une équipe de documentaires demanda à la suivre. Elle refusa. Elle ne voulait pas être filmée, juste entendue. Mais le visage était déjà public. Un matin, en se rendant à son travail, elle vit un dessin collé sur un panneau d'affichage, près de l'entrée du ministère. Un graffiti discret, en noir sur blanc. Une femme debout, balai à la main, tenant un badge où il était écrit « Proche en urgence ». Elle ne sut pas si elle devait sourire ou pleurer. Dans l'ascenseur, un cadre qu'elle croisait depuis des années la salua pour la première fois. « Madame Messaoud, bonjour ». Elle répondit doucement. « Bonjour ». Le ton avait changé, mais elle restait sur ses gardes. Un soir, alors qu'elle rendait visite à son père, un médecin l'attendait à l'entrée de la chambre. « Vous êtes sa fille ?»« Oui. Je voulais juste vous dire que son état est stable. Il faudra du temps, mais il est hors de danger. » Elle sentit ses jambes trembler. « Merci. »« Et merci à vous, » ajouta le médecin. Sarah s'assit, les mains tremblantes. Elle regarda son père dormir. Il bougeait légèrement la tête. Une ride sur son front se détendait lentement. Comme s'il savait, sans ouvrir les yeux, qu'elle avait tenu parole. Elle sortit son carnet. Jour 7. Il respire. Je me tais. Mais les autres parlent. Le lendemain, elle reçut une convocation officielle. Commission exceptionnelle sur la visibilité des agents précaires en milieu hospitalier. Lieu, ministère de la Santé. Présence demandée, Madame Sarah Messaoud. Elle lut la lettre plusieurs fois. Ce n'était plus un rendez-vous, c'était une reconnaissance. Mais elle ne savait pas encore si elle voulait y aller, parce que parler était une chose, être écoutée, c'était plus dangereux. Elle avait lu la lettre au moins 10 fois. Ministère de la Santé, commission exceptionnelle, table ronde sur les agents précaires. Tout cela sonnait comme une autre langue, une langue qu'elle avait toujours nettoyée sans jamais la parler. Sarah hésita, mais au fond, elle savait. Ce n'était pas une invitation, c'était une bascule. On ne l'appelait pas seulement elle, on appelait la parole qu'elle portait malgré elle. Le jour venu, elle prit le métro tôt, sac serré contre elle, un carnet toujours au fond. Elle arriva devant le ministère à 8h12. Devant le bâtiment, une petite foule silencieuse. Pas de cris, pas de slogans, juste des visages, d'autres femmes, des mères, des collègues, des anonymes. Certaines tenaient une pancarte. Nous sommes là parce qu'on l'a été pour personne. Elle ne savait pas quoi faire, s'avancer, fuir, mais quand elle franchit les grilles, une main se posa sur son épaule. Sarah? Elle se retourna. Omar Sy, en vrai. Pas une image, pas une story. Il ne dit rien. Il sourit. Un sourire discret, comme s'il savait qu'il ne devait pas en faire trop. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il. Ils entrèrent ensemble. La salle était simple, pas de caméra, pas de micro, mais des regards. Autour de la table, une dizaine de personnes. Hauts fonctionnaires, membres du cabinet ministériel, médecins, représentants syndicaux. Tous attendaient. On lui proposa une chaise. Elle s'assit. La ministre prit la parole. « Madame Messaoud, nous vous remercions d'être là. Ce que vous avez porté a dépassé les réseaux. Vous avez mis des mots sur ce que nous n'avons pas voulu voir. Nous vous écoutons. » Sarah respira, longuement. Puis sortit son carnet. Elle l'ouvrit à la première page, celle écrite dans le couloir de l'hôpital. « Jour 1, il ne parle plus. Je parlerai pour 2. » Elle releva les yeux. « Je ne suis pas ici pour faire un discours. Je suis venue vous remettre ça. » Elle tendit son carnet. Un responsable le prit. Chaque page, c'est un jour. Chaque ligne, c'est un oubli, un silence, un badge qui ne passe pas, une salle qu'on ferme, une urgence qu'on refuse. Ce n'est pas un manifeste, c'est un journal de bord. Elle marqua une pause. « Je ne veux pas de médaille, ni d'hommage. Je veux un changement, même petit, même imparfait, mais réel. » Silence. Un conseiller prit la parole.
Nous envisageons la création d'un statut d'alerte sociale interne, permettant aux agents de signaler des urgences, même s'ils ne sont pas personnel médical. Sarah hocha la tête. C'est un début, mais ce n'est pas un privilège, c'est un droit. La ministre intervint. Et si on l'appelait le dispositif Sarah? Sarah recula légèrement sur sa chaise. Appelez-le comme vous voulez, mais qu'il serve à quelqu'un. Quelques jours plus tard, dans une interview sur TV5 Monde, un journaliste demanda à Omar Sy pourquoi il s'était impliqué. Il répondit calmement « Parce que j'ai vu trop de visages passer sans qu'on les regarde. Et cette fois, un regard a suffi à tout changer. » Le dispositif fut voté, en test, modeste, mais officiel. Et Sarah? Elle reprit le travail, pas au même endroit, mais dans la même ville. Chaque soir, elle nettoyait les vitres d'un autre bâtiment. Mais dans son sac, il y avait toujours ce carnet, fermé, usé, mais intact. Un matin, elle le confia à sa fille. « Lis-le si un jour tu crois que tu n'as pas de voix. » Et quand sa fille demanda « Et toi, tu l'as retrouvé ta voix, maman ?» Sarah sourit. « Je l'ai prêtée, elle est partie, elle vit ailleurs maintenant. Et tant mieux.